Le journal politique de Radio JM. Chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce journal politique comme chaque lundi, mais un journal un peu particulier puisque nous avons décidé, alors que se profilent très bientôt les élections européennes, de le consacrer évidemment à ces élections, tout simplement parce que est paru ce dimanche un sondage de l'Institut CSA, un sondage qui a été mené pour CNews, Europe 1 et le JDD sur les enjeux prioritaires de la campagne européenne de 2024. À mes côtés pour parler de l'Europe et de ses élections, François Tonneau, qui est donc le chef du service politique du journal La Provence. François, bonjour. Bonjour Elsa. C'est un plaisir de pouvoir être à vos côtés pour parler politique. C'est un sport que nous aimons bien tous les deux. Oui. Je ne dirais pas le contraire. Alors, d'abord, ce sondage est un des premiers qui sort sur les élections européennes, qui, rappelons-le, auront lieu très bientôt, puisqu'elles se dérouleront du 6 au 9 juin, c'est ça, 2024. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc, un sondage qui parle plutôt des enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte prioritairement pour ces élections européennes. Est-ce que ce sont des sondages habituels, François, lorsqu'il s'agit des élections européennes? Est-ce qu'on ne se consacre pas plutôt à savoir quel sera le candidat qui va remporter le plus de suffrages? C'est ce que j'allais vous dire, Elsa, c'est qu'effectivement, c'est le premier sondage, vous disiez, sur les enjeux, alors qu'il y en a eu énormément depuis 3 mois déjà sur les candidats et les intentions de vote. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on parle de candidats et d'intentions de vote, on parle plutôt de politique nationale et pas du tout d'européenne. Donc c'est dommage. Ça nationalise un scrutin qui n'a pas à l'être. Et là, c'est intéressant, on va pouvoir un petit peu s'intéresser à ce à quoi les gens, ce qui préoccupe les gens plutôt. Et contre tout, peut-être pas, mais c'est vrai que quand on parle d'Europe, ce sont peut-être pas les premiers sujets pour lesquels vous et moi nous aurions donné la priorité, mais le pouvoir d'achat arrive en premier. On sent bien qu'aujourd'hui c'est la préoccupation première des Français et je pense des Européens. Mais de toute façon c'est transversal comme question parce que quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de marché, de marché économique. L'Europe est un marché économique. On sait très bien qu'aujourd'hui quand on achète quelque chose, on l'achète de plus en plus sur Internet, que ça vient par container de Chine. Donc forcément, on entend, quand on parle de pouvoir d'achat, on entend tout de suite mondialisation, on entend Internet, on entend produits chinois, brésiliens, cacao. Enfin voilà, le pouvoir d'achat, c'est pas seulement le circuit court, même si c'est intéressant le circuit court, ça va bien au-delà de la France. Oui, avec une volonté peut-être de revenir à des circuits courts, de consommer local, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça, on va s'en rendre compte. Donc, premier sujet, pouvoir d'achat. 38% des Français qui ont été sondés, puisque ça c'est un sondage qui a été fait en France, 38% des Français qui ont été sondés ont mis le pouvoir d'achat en premier. Et tout de suite après, arrive avec 10 points de moins, à 29%, l'immigration. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat, François ? Oui, je ne suis pas étonné, mais c'est comme le pouvoir d'achat, ce sont quand même des préoccupations d'abord nationales, qui sont extrêmement relayées par les politiques, à commencer par le Rassemblement national évidemment, et tous ceux qui lui courent derrière, je pense aux Républicains. C'est une préoccupation qui forcément à l'échelle européenne se décline avec Frontex, avec les phénomènes migratoires. On a vu que si Jordan Bardella avait créé l'événement sur sa liste en prenant le numéro 1 de Frontex, l'agence européenne pour réguler l'immigration. Monsieur Leguéry, c'est pas un hasard, c'est bien parce qu'il sait très bien que c'est une préoccupation majeure. Et puis l'immigration, aujourd'hui, on peut pas nier que elle est une préoccupation, elle est à nos frontières. Ici en Provence, à le Cap d'Azur, on sait très bien de quoi on parle quand on voit arriver tous ces gens, malheureusement, à la frontière à Vintimille ou à Briançon. Absolument. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi le message fort qui est envoyé avec une volonté d'une Europe forte, avec des frontières renforcées. Si c'est le deuxième sujet de l'immigration qui vient, c'est évidemment aussi pour expliquer ce qu'attendent les Français. Et ce qui nous fait aussi comprendre les premiers sondages sur les résultats où on voit que ce qu'on appellera l'extrême droite, le Rassemblement national, mais aussi un peu partout en Europe avec d'autres noms, on voit à quel point ils ont des résultats assez spectaculaires pour ces élections. C'est simple, on parle de sondages sur les 27 pays. Aujourd'hui, si on s'en tient au sondage, dans 9 de ces 27 pays, les partis dits nationaux ou nationalistes sont en tête et ils sont en deuxième position dans 9 autres pays sur 27. Donc je vous laisse faire le schéma. Ceux qui ont fait des projections aujourd'hui, il y a à peu près 110 députés européens sur 720 qui sont dans des partis extrémistes de droite. Les projections les portent à peu près autour de 200, ce qui va modifier certainement les équilibres politiques, poser des questions justement sur les questions d'immigration, mais pas que, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, on se dirige vers une Europe de plus en plus conservatrice
pour utiliser ce mot plutôt doux. Oui, un mot doux, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, quand on regarde le sondage, si l'environnement arrive après l'immigration à égalité, on voit que l'insécurité, tout de suite après, est là, est présente. Donc, insécurité, malheureusement, comme le font les Rassemblements nationaux, le lien qu'ils font entre immigration et insécurité. Donc, on voit très bien que ça correspond aux intentions de vote qu'on a pu jusqu'à présent identifier. C'est quand même intéressant de voir que l'environnement trouve sa place au milieu de tout ça. Ça veut dire que c'est devenu une préoccupation majeure, qu'il y a une conscience et que même si certains partis, et je pense au Rassemblement national, n'en font pas leur priorité, ça devient une préoccupation prioritaire pour les gens. Et ça, c'est plutôt bien. On se rend compte que l'Europe, qui intervient pour à peu près 20% dans la loi française... C'est bien de le rappeler. Ouais. Parce que les gens ont toujours l'impression que c'est l'Europe qui nous, dicte ce que l'on doit faire et qui nous dicte nos lois. Alors justement, il y a des domaines comme l'agriculture, comme l'environnement, où l'Europe occupe à peu près 40% de la surface législative. Oui, mais ce qui nous permet justement d'être un peu plus compétitifs et de renforcer le travail des agriculteurs. Et puis ça montre que l'environnement, c'est une préoccupation qui est aussi européenne. On l'a vu avec les agriculteurs, la variable d'ajustement, ça a été les pesticides, ça a été l'environnement. Bien sûr, mais c'est devenu un sujet transversal pour tous les partis politiques. Et d'ailleurs, les Verts, ce qu'on appelle l'écologie des Verts, ne font pas des résultats extraordinaires parce que c'est un sujet dont se sont emparés tous les partis. On est bien d'accord. Mais c'est parce que les Verts font de la politique au lieu de faire de l'environnement, ce qui est paradoxal. Ça, c'est vrai que c'est quand même important de le dire. Alors, dans ce sondage, ils ont fait une distinction entre les votes hommes et les votes femmes. Bon, ils sont par exemple sur le sujet de la santé. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont donné ce résultat de prioritaire, 22% des femmes contre 16% du côté masculin. Donc, ça, c'est une distinction qui pourrait être intéressante, même si je pense qu'il faut voir les choses de façon globale. Mais ce dont on s'est rendu compte aussi, François Tonneau et nous qui sommes là depuis quelques années, quand même maintenant, ce ne sont pas des élections qui passionnent les électeurs français. Non, elles n'ont jamais passionné les électeurs parce que l'Europe paraît lointaine, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que quand on observe le fonctionnement des institutions européennes, on comprend que les gens abandonnent vite. C'est très compliqué. Il faut savoir que le Parlement européen, c'est donc 27 pays, des représentants de 27 pays qui forment des groupes qui ne sont pas les mêmes que les équilibres nationaux. Voilà, c'est ça le plus compliqué pour les gens, en fait. C'est très compliqué. Il faut savoir que si Jordan Bardella remporte les élections à l'échelle nationale, son poids sera très faible en Europe parce qu'il fait partie d'un mouvement qui est loin d'être majoritaire. À côté de ça, François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains, qui plafonne à 7% des intentions de vote, lui sera affilié au groupe le plus important, celui qui pèse le plus et qui peut-être et qui est en train de regarder pour s'allier avec les gens de Reconquête en France, c'est 5% des intentions de vote ici. Enfin voilà, tout ça fait que c'est très compliqué. Ils savent très bien aussi, chacun, que le résultat qu'ils feront aux européennes ne sera pas interprété de cette façon. Au niveau national, il sera interprété comme une victoire pour ceux qui auront le plus de pourcentage, même si, une fois arrivés au Parlement, ils sont assez peu influents. Oui, ils sont assez peu influents. On le voit avec Jean-Luc Mélenchon qui essaye d'utiliser les européennes aujourd'hui pour en faire un tremplin d'un retour personnel vers la présidentielle 2027. D'ailleurs, ça rebourre de ce qu'aimerait faire sa tête de liste Manon Aubry, puisqu'il l'invisibilise. Mais effectivement, LFI, ça représente rien en Europe. Rien du tout, quoi. C'est minuscule. Puis bon, c'est vrai que les gens sont éloignés des élections européennes parce que c'est très compliqué de s'y retrouver, quoi. Le Parlement européen n'a qu'un rôle d'amendement sur les lois. C'est le Conseil des ministres qui fait l'essentiel, la Commission européenne qui propose, qui a même le monopole de la proposition des lois en Europe. Donc le Parlement est plus là pour valider ou pas, mais son rôle est quand même assez minime. C'est difficile de s'identifier à l'Europe. Il représente en fait les citoyens. C'est ça. De l'UE, c'est tout. C'est ça. Bon, après... L'Europe, il ne faut pas non plus négliger. Sans l'Europe, je ne sais pas comment la France aurait pu surmonter la crise du Covid. On en est convaincu. Voilà. Il faut juste arriver à convaincre les électeurs d'aller voter, parce que ce sont quand même des élections qui rapportent assez peu de participation. On est autour de 49% actuellement des intentions de se déplacer. C'est pas extraordinaire, on pourrait faire mieux. Ces élections, elles ont lieu tous les 5 ans. Donc c'était 2019, 2024, on l'a dit, c'est sur 4 jours pour que chaque pays puisse s'adapter, parce que nous on a l'habitude de voter le dimanche, mais c'est pas le cas dans tous les pays, du 6 au 9 juin, donc du jeudi au dimanche. Vous l'avez dit tout à l'heure, 720 députés vont être élus, c'est un peu plus qu'aux dernières élections de 2019. Oui, on a augmenté je crois de 15 ou 20 députés. Ce sont les effets du Brexit.
puisque les Britanniques n'étant plus au Parlement européen, eh bien, il y a un petit ajustement qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on va avoir 720 députés, 15 de plus que les élections précédentes. Voilà. Et la France est le deuxième pays en représentation. L'Allemagne a 96 députés. Nous en aurons 81. Au lieu de 79, on en gagne 2. Voilà, écoutez, c'est toujours ça. Et le plus petit pays représenté, c'est Malte, avec 6. Mais attention, le nombre de députés n'est pas proportionnel au chiffre de la population. Absolument, c'est pas proportionnel puisqu'en fait, il y a une proportionnalité qui est dégressive. Chaque député d'un grand pays représente plus de personnes qu'un député européen d'un petit pays. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément et c'est important. Alors, comme on l'a dit, ce sont les partis politiques nationaux chez nous qui vont s'affronter, même si, comme vous l'avez très bien expliqué, François Tonneau, la représentation n'est pas la même. Ensuite, quand on arrive au Parlement, il y a 7 groupes politiques qui se divisent, en fait, le Parlement européen. C'est ça, il faut savoir que depuis 1979, date des premières élections européennes, en gros, il y a 2 partis, 2 mouvements, on va dire, qui se disputent le leadership en Europe. Actuellement, c'est ce qu'on appelle le PPE, qui est donc C'est le plus connu pour les gens qui connaissent le PPE, ça s'arrête là, généralement. En gros, c'est les conservateurs. Ils sont dominés par les Allemands de M. Scholz. Ce sont eux qui dominent l'hémicycle. Alors, il y a une alternance avec les sociodémocrates, ce qu'on appellera la gauche de gouvernement. C'est pour ça que cette élection de 2024 peut vraiment renverser les équilibres, parce que pour la première fois, l'extrême droite en l'occurrence, peut renverser la donne, quoi. Mais peut modifier légèrement la donne, mais c'est vrai que c'est surtout le message que ça envoie dans les pays ensuite. C'est ça. C'est ça si on prend conscience de ça, on se dit je vais aller voter parce que le message qui sera passé cette fois-ci avec les élections est un message réel pour les nationaux. D'autant que les nationaux sont en train de monter en puissance dans certains pays d'Europe de l'Est. Bien sûr, tout le monde connaît Viktor Orban, aujourd'hui le leader hongrois du nationalisme européen, qui entraîne avec lui énormément de pays. On a vu qu'en Espagne, la gauche avait sauvé de très 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 peu la victoire face à une alliance des conservateurs et de l'extrême droite avec Vox. On voit que dans tous les pays, aux Pays-Bas, en Scandinavie, partout, l'extrême droite est en train de monter, en Allemagne aussi, et en France évidemment, avec des philosophies qui ne sont pas toujours les mêmes, des intérêts non plus qui ne sont pas toujours les mêmes, mais des alliances de circonstances qui, si elles savaient se rassembler au niveau européen, auraient des conséquences très importantes. C'est pour ça qu'il faut aller voter, prendre conscience. On dit un mot des candidats qui se sont déjà annoncés, présentés, qu'on commence à voir. Il y a un débat ce soir d'ailleurs, je crois, qui a lieu sur Europe 1. France 24. Non, mais moi j'en avais vu il n'y en a pas un sur aussi Europe 1 et CNews, où je reçoive Marion Maréchal Le Pen face à Madame Sur Hayé. France 24, c'est mercredi, vous avez raison. Voilà, donc il y a quand même quelques débats, même si certains refusent de débattre. En l'occurrence, sur France 24, ils y seront tous, sauf Jordan Bardella, qui a décidé d'envoyer Fabrice Léguéry. D'accord. sur CNews, c'est Glucksmann qui ne veut pas y aller. Voilà. Chacun fait comme il l'entend. Alors justement, on va commencer par Raphaël Glucksmann, qui lui représente le PS, et la gauche, cette gauche qui essaie de renaître. De renaître, de se reformer, j'allais dire. Quelle opinion vous avez de cet homme politique, Raphaël Glucksmann? Comment vous le jugez, vous, avec l'antériorité que vous avez sur les différents candidats du Parti socialiste qu'on a pu voir jusqu'à maintenant? Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas socialiste. Lui, il a fondé son propre mouvement qui s'appelle Place Publique. Il était déjà tête de liste d'une liste commune Place Publique PS il y a 5 ans avec Sylvie Guillaume, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, il recommence avec comme adjointe, si j'ose dire, sur sa liste une Arlésienne qui s'appelle Nora Mebarek, qui est une pure socialiste. L'avantage qu'a Raphaël Glucksmann, c'est que c'est un intellectuel engagé et qu'il n'est pas apparatchik. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette image qu'ont les socialistes qui traînent comme un boulet, d'ailleurs, d'éléphants. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann n'hésite pas à prendre des partis qui sont parfois à rebours de la doxa socialiste. Il va plus loin qu'eux en matière environnementale, il est plus proche des écologistes, il est implacable sur les traités économiques. C'est quelqu'un qui rafraîchit un petit peu la gauche, et puis
c'est vrai que les socialistes et la gauche dite de gouvernement s'est fait un peu enfermer dans la NUPES au niveau national. Lui, il n'est pas du tout dans ces habitudes-là. Donc, il décapsule un petit peu la gauche, quoi. Il lui donne un petit peu une ouverture, une fraîcheur des bulles. Les intentions de vente ne sont pas énormes non plus. Oui, mais il a gagné quand même 3,5 points en un mois, ce qui est énorme. Alors, on voit qu'il prend essentiellement ses voix chez Emmanuel Macron, enfin, en l'occurrence, Renew. Pourquoi ? Parce que le virage à droite assumé du gouvernement fait que l'aile gauche du macronisme, sans doute certains de ses électeurs sont séduits. Une partie en tout cas, séduits par Glucksmann. C'est sûr. Justement, on peut dire un mot des différents candidats. On pourrait dire un mot de la candidate Renaissance, donc qui est la majorité présidentielle, qui est déjà une élue, qui est déjà députée européenne, donc qui connaît le fonctionnement. Valérie Hayer, elle connaît le fonctionnement de l'Europe, mais je ne suis pas sûre que ça soit fait pour rassurer les électeurs. Ah non, ça c'est c'est une pure technicienne, elle est même présidente de son groupe, parce qu'elle a succédé à Stéphane Séjourné, qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Elle a toutes les chances d'ailleurs de continuer, parce que les libéraux macronistes français sont les plus importants en nombre au sein de ce mouvement libéral centriste à l'Europe. Mais c'est une pure technicienne, elle connaît bien ses dossiers, alors forcément ça fait pas énormément le buzz sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, on va dire, voilà. C'est sûr que ça sera plus facile pour Jordan Bardella ou Marion Maréchal de se faire remarquer. Oui, puis qui sont là, qui tracent un sillon depuis des années. Elle arrive comme ça, en quelques mois, c'est assez difficile, même si je trouve qu'elle se débrouille pas mal quand elle explique, elle est bien dans ses sujets, mais je crois pas que ce soit ça que les électeurs attendent, en fait. Non, mais elle est fautive de rien, la pauvre. On l'a mise là parce que les têtes les plus connues du macronisme, je pense à Stéphane Séjourné, à Olivier Véran, à Richard Ferrand ou à d'autres, ont tous décliné dans une espèce de courage fuyant général. Oui, c'est ça, exactement. Qui, bon, les grandit pas, quoi. Non, on leur fait pas honneur, je suis tout à fait d'accord. Jordan Bardella, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Alors, lui qui est le candidat annoncé par Marine Le Pen, vous en pensez quoi, vous, de ce jeune homme comme ça qui est arrivé et qui semble véritablement arriver à drainer avec lui un nombre important d'électeurs? Ouais, mais tout tient dans le semble. Effectivement, c'est quelqu'un qui draine énormément d'électeurs, qui est jeune, 28 ans, que les jeunes filles trouvent charmant. Mais bien élevé, propre sur lui, gendre idéal. Il est parfait, jamais un mot plus haut que l'autre. Extrêmement lisse, et c'est pour ça que le semble me paraît intéressant à décliner, parce que c'est quelqu'un dont on ne sait rien en vérité. C'est quelqu'un, autant Marine Le Pen, on a compris à force de la fréquenter, et quand je dis la fréquenter, je parle pour tout le monde. L'entendre parler, s'exprimer. On sait qui elle est, on sait d'où elle vient. Voilà, on sait quelles sont ses idées du point de vue social, économique, philosophique, etc. Jordan Bardella, on ne sait pas. Et même les enquêtes de nos confrères, comme il y en a une récemment dans Le Point, ne permettent pas de vraiment cerner ce personnage. Donc c'est quelqu'un qui se voit déjà à Matignon, qui est très ambitieux, ça c'est sûr, on peut lui prêter ça sans difficulté, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Il n'a peut-être pas grand-chose à dire, hein. Il est jeune, il n'a peut-être pas beaucoup de fonds aussi, hein. Voilà, il faut le temps qu'il s'étoffe aussi. Voilà, alors c'est quelqu'un qui revendique des racines populaires parce qu'il vient de Seine-Saint-Denis, mais bon, il vient pas non plus d'une famille pauvre. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez ambigu, quoi, et qui cultive une espèce de... Souvent, on dit que ce sont ceux qui se cachent le plus qui bénéficient des meilleures intentions de vote. Ben voilà. Mais là, apparemment, c'est une preuve. Hein. On y est. Ça paraît être une preuve. Après, il y a un vrai fond. Hein. C'est vrai que le Rassemblement national cultive depuis des décennies désormais une puissance de proposition dans le pays qui aujourd'hui, eu égard à l'insécurité, eu égard au contexte, semble lui donner raison sur certains points. Un mot sur François-Xavier Bellamy. On le connaît. Mais bon, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politique, c'est un excellent rhéteur. Oui, mais c'est marrant de continuer à choisir un candidat comme celui-ci pour les LR. Mais je crois que c'est par défaut, hein, malheureusement. Les LR aujourd'hui, c'est un parti qui ne vit que par défaut, qui se replie sur lui-même, qui essaie de conserver le peu qu'il a, qui va essayer de faire une campagne sur l'insécurité, ce qui me semble encore... Mais encore dans l'ombre du Rassemblement national, donc ça risque pas de faire... On a évoqué Manon Aubry tout à l'heure, peut-être un mot sur Marie Toussaint qui représente les écologistes. Oui, elle aussi, c'est quelqu'un qui est habitué à l'hémicycle européen, c'est une juriste, elle a 35 ou 36 ans, elle s'est faite connaître avec l'affaire du siècle, vous savez, qui avait condamné l'État en 2021 pour carence
en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est une vraie militante, c'est une activiste, Marie Toussaint. Quand elle vient, c'est plus pour se battre contre Total Energy ou contre la malbouffe que pour faire de la politique. Ça risque d'être un peu léger quand même. Mais elle, voilà, c'est comme Valérie Hayé, quoi. Elle subit aussi les inconséquences de son mouvement et de son parti, où on a des gens qui passent leur temps à se battre entre eux, qui consacrent plus d'énergie à virer Julien Bayou qu'à faire vraiment de la politique. C'est dommage parce que c'est un vrai sujet, hein. Il y a une vraie place à prendre. C'est aujourd'hui qu'il faut la prendre. Et puis ils ont, si vous me permettez cette expression, ils ont le beurre et le couteau pour réussir. On a bien vu encore la semaine dernière les petites victoires des écologistes, les scandales dénoncés sur les eaux minérales, les victoires sur les polluants éternels. Et ils n'arrivent pas à capitaliser là-dessus. Ils n'arrivent pas à surfer sur cette vague qui pourtant est haute et pourrait leur faire accéder. Et c'est bien dommage pour Marie Toussaint qui mérite. Allez, on finit avec Marion Maréchal qui risque de bien se débrouiller pour ces élections. Je pense qu'elle arrive, elle est patiente. Mais petit à petit, elle arrive quand même à faire sa place. C'est pas évident. Les derniers sondages de ce week-end lui donnent 5,5% des voix. Il faut 5% pour être qualifié, en tout cas pour être élu. Donc elle est vraiment tout juste. Mais on l'a pas encore beaucoup entendu, vous trouvez Non, pas? alors elle fait ses petites tournées. Elle s'arrange pour être un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Éric Zemmour, le leader de Reconquête. C'est pas surprenant. Ce qui est pas tellement surprenant. Et ça va être difficile pour elle quand même d'exister dans cette élection-là. Elle peut peut-être s'en sortir, mais en tout cas... Parce qu'il lui fait de l'ombre. Enfin, je trouve qu'à un moment, il a une façon de faire où on entend plus parler de lui et on le voit plus. C'est quelqu'un qui est percé. Il est un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Vous allez me dire, ça fait 2 fois que je parle de Mélenchon en mal. Oui, mais bon, je n'ai aucune interprétation à ce que vous dites. Non, mais ce sont des vieux mâles blancs, voilà, comme ça c'est dit, qui ont l'impression que c'est certainement pas une jeune femme qui va réussir là où ils ont échoué, eux. Ils devraient se méfier quand même. Si on peut leur donner un conseil à ces messieurs. Merci beaucoup, François Tonneau, d'avoir avec nous évoqué ce sujet des élections européennes. Nous y consacrerons beaucoup plus de temps à partir du 9 mai, qui est la journée de l'Europe, jusqu'au 9 juin, donc les élections ici en France. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le chef du service politique du journal La Provence et on aura l'occasion de vous retrouver à ce micro. Bonne journée à tous. Le journal politique de Radio JM.